Bonjour Kevin, Bonjour, comment ça va? très bien, je vous remercie. Je vais partager mon écran. Voilà. Bien, bonjour à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette présentation. J'espère que chacun a pu trouver facilement le moyen de se connecter pour rejoindre cet atelier. Je vois des personnes en train de se connecter. Le sujet d'aujourd'hui va se décliner dans un format relativement court, dans lequel va vous être présentée une initiative audacieuse. Celle-ci s'inscrit également dans une actualité qui, elle aussi, nous invite à être d'audacieux conquérants, et vous allez le découvrir au fil de cette présentation. Elle sera aussi déclinée en anglais pour favoriser la compréhension de participants qui seraient aussi anglophones. Je pense notamment aux îles anglo-normandes. Je vous remercie en tous les cas d'avoir répondu à cette invitation pour votre présence. Je remercie également Jocelyn Le Gall, consul de France à Cork, avec qui nous avons déjà échangé et puis qui m'a aussi encouragé justement dans cette initiative. Alors, pour introduire le débat d'aujourd'hui, je voudrais rappeler une œuvre d'un très grand écrivain qui a été visionnaire en proposant les États-Unis d'Europe. C'est Victor Hugo qui a beaucoup regardé l'océan avec une œuvre exceptionnelle qui s'appelle Les Travailleurs de la mer. Et dans cette œuvre, Victor Hugo imagine la figure d'un roi au crinier de l'océan, qui refuse l'usage de l'or et de l'argent sans son autorisation, et la seule monnaie dans son royaume est le coquillage, dont la mer est l'inépuisable coffre-fort. Alors cette prophétie n'est pas tout à fait un hasard, puisque elle s'est matérialisée d'une façon assez étonnante dans les relations entre l'Irlande et la France, puisque des ostréiculteurs, notamment costarmoricains, se sont associés avec des courtiers en coquillage et sont partis aller tenter leur chance en Irlande. Alors certains ont racheté de petites exploitations et ont contribué à la fondation de Sophie Shellfish, la société franco-irlandaise. Ce qui illustre assez bien la très grande convoitise des coquillages et en particulier des huîtres qui représentent une filière mais aussi des valeurs. Alors, on considère à peu près que 86% des huîtres irlandaises exportées partent vers la France. C'est un processus qui est assez long, puisque 3 à 4 années sont nécessaires, 3 à 4 années d'élevage sont nécessaires pour obtenir une huître commercialisable. Alors, c'est un processus qui est aussi largement subventionné par l'Union européenne, mais l'ostréiculture ne s'invente pas, puisque les naissins qui arrivent sur les côtes françaises, les côtes bretonnes, vont suivre plusieurs étapes de croissance et iront ensuite mûrir dans un terroir spécifique. En tous les cas, voilà un exemple original qui illustre des relations étonnantes avec nos voisins irlandais. Il y en a d'autres, je vais un peu les mentionner. Il y a notamment cette alchimie inédite qui est la complémentarité acier breton, charbon irlandais et gallois.
C'est un pôle d'échange qui a énormément stimulé les échanges maritimes, à la fois au niveau de ports costarmoricains. Certains ont peut-être en souvenir les charbonniers, qui étaient ces bateaux qui transportaient du charbon, en passant notamment par Jersey et les îles anglo-normandes. Mais il y a eu aussi des échanges extrêmement nombreux avec Paimpol, qui allait très très loin dans son histoire de la pêche vers l'Atlantique Nord, et puis des échanges industriels avec l'Orient, avec Brest et avec Saint-Malo. Sur les photos qui apparaissent, vous pouvez notamment ici apercevoir le port du Légué qui est situé au niveau de Saint-Brieuc. Et tout ce cabotage en fait a été extrêmement fort également dans le bassin industriel de Nantes-Saint-Nazaire et même du côté de la côte de Jade vers Pornic. Alors, au-delà de ces échanges maritimes, il y a eu aussi d'autres odyssées qui sont souvent oubliées. C'est notamment l'aventure de la Free French Banking, qui a été un formidable point de ralliement de la France libre en 1940 et qui a associé de façon indirecte certains réseaux irlandais. Alors, même si l'Irlande avait choisi la neutralité pendant la Seconde Guerre mondiale, l'un des piliers de cette Free French Banking a été un Breton qui s'appelait René Pleven et qui a agi beaucoup dans l'ombre de Jean Monnet, le fondateur de l'euro. Alors, tout ça pour vous dire que les relations avec l'Irlande ce sont aussi des relations qui se sont forgées dans des périodes de crise et de très grandes plumes irlandaises ont voulu aussi matérialiser cette mémoire. L'un des plus illustres est un prix Nobel de littérature. Vous connaissez sans doute Samuel Beckett, qui est une figure extrêmement intéressante par rapport à la mémoire des conflits. Voilà un panorama historique, en tous les cas, qui nous permet de nous projeter aujourd'hui dans un contexte très particulier qui est lié au Brexit et plus largement à la question des frontières. Alors, il est vrai que le Brexit aujourd'hui remet fondamentalement en question des libertés communautaires que nous avons connues, des libertés de circulation. Et donc, les transporteurs irlandais cherchent aujourd'hui à contourner le Royaume-Uni pour rejoindre l'eurozone. Et donc, c'est un élément extrêmement important qui peut peut-être contribuer justement à relancer les échanges humains avec le pays du trèfle, qu'on surnomme aussi l'île d'Émeraude. Alors, pour relancer les échanges avec l'Irlande, cela aussi implique peut-être de réfléchir à de nouvelles modalités des autoroutes de la mer. L'actualité a beaucoup parlé du rôle joué par des compagnies maritimes, par Cherbourg. Il y a eu, bien avant ça, un rôle stratégique qui a été joué par Venise dans les autoroutes de la mer et qu'on a bien souvent oublié et qui a été extrêmement ingénieux pour partager des risques. Puisque la Sérénissime République a été la première place dans l'échange de parts dans des navires. Les marchands du grand commerce mondial y échangeaient à Venise des participations dans des galères qui étaient elles-mêmes divisées en carats et ensuite mises aux enchères. Et ce système, en fait, a permis un développement exponentiel de la lagune de Venise. Alors, l'ouverture de Venise sur le commerce du Levant, a aussi nourri une relation étonnante avec les comptoirs de la Sublime Porte, qui était l'Empire ottoman. Et il y a un événement majeur qui a été souvent oublié en 1847, ce sont des cargaisons qui ont été envoyées
par le sultan depuis la Méditerranée pour apporter une aide humanitaire à l'Irlande. Et il existe encore aujourd'hui des traces de ces contacts qui ont été tissés avec la sublime porte et les échelles du Levant. Alors, tout l'enjeu aujourd'hui est de partager la prise de risque et l'inclusion financière. C'est un sujet qui est constamment remis sur la table. Depuis 2016, le FMI a publié des études relatives notamment à l'impact de ce qu'on appelle les technologies blockchain sur l'économie mondiale. Et ces études interrogent justement les possibilités d'inclusion financière, de partage de risques. Alors, une autre actualité très récente et qui peut aller peut-être justement dans le sens de nouveaux échanges avec l'Irlande, c'est une tribune de Jean-Yves Le Drian qui a été publiée le 2 janvier dernier et qui s'intitule « France, EU Closest Neighbor », France, le voisin le plus proche de l'Irlande. Cette tribune qui a été publiée dans les colonnes du Irish Times, vous pouvez la retrouver assez facilement sur Internet. Je vous invite à la parcourir parce qu'elle invite vraiment à réfléchir et à illustrer de nouvelles formes de coopération que l'on peut co-construire avec l'Irlande. Cette tribune, elle a aussi le mérite finalement d'ouvrir le débat et c'est le débat aujourd'hui que je vous propose d'avoir au sujet de la Youth Bank. Alors, j'ai voulu construire cette présentation en apportant un peu le vécu et le recul d'un expatrié, puisque j'ai rencontré plusieurs représentants de la diaspora irlandaise au Moyen-Orient, où j'ai travaillé plusieurs années dans le Golfe Persique. Et j'avais été très frappé de voir la présence historique de nombreux clubs, de nombreuses associations qui jouent encore aujourd'hui ce rôle très puissant de passerelle. Et ce rôle des diasporas, c'est quelque chose qui peut justement intéresser et inspirer en tous les cas de nombreux voisins celtiques. Et donc, le débat que je vous propose d'avoir aujourd'hui sur les financements innovants, il s'inscrit dans la recherche de nouveaux leviers de construction et d'interdépendance européenne. Alors, pour l'aspect des Youth Bank, l'idée est de considérer que l'argent est là pour investir et pour créer, et c'est une forme d'énergie universelle qui permet de faire bouger les choses, de faire bouger les lignes et de transformer les visions en réalité. Alors, ce voyage dans l'espace et dans le temps me permet de faire la transition autour du débat d'aujourd'hui qui nous intéresse. Finalement, qu'est-ce qu'une Youth Bank? Alors, c'est un petit ouvrage, une publication que je vais vous présenter aujourd'hui et qui fait suite à un travail d'écriture qui a été mené avec à la fois des entrepreneurs et des cadres dirigeants. Il y a plusieurs années, le fondateur irlandais des Youth Bank a été invité à Paris pour présenter son concept et pour mieux comprendre l'alchimie de ce projet, je vous propose de visionner une petite vidéo. Cette petite vidéo, elle est en anglais, mais elle explique finalement assez bien et de façon assez dynamique le fonctionnement très opérant des Youth Bank. Je vous invite donc à quelques minutes d'attention. Je vais lancer la vidéo. Like it.
Kevin, je crois que la vidéo ne s'est pas lancée. Alors, on me dit, pardon, que la vidéo ne fonctionne pas. Alors, un instant, je suis désolé. Est-ce que là, vous la voyez? Est-ce que vous voyez la vidéo? Alors, bon. Alors, je ne sais pas si la vidéo a fonctionné. Je vous enverrai le lien, en tous les cas, pour la visionner. Est-ce que vous pouvez malgré tout voir les slides ici à l'écran? Oui. Parfait. Excusez-moi pour la vidéo apparemment sur YouTube qui n'est pas passée. Elle était en train de dérouler sur mon écran. Alors, je reprends ma présentation et je vais matérialiser finalement les grandes idées qui ont été mises en avant dans cette vidéo. L'idée de cette petite capsule vidéo, c'était surtout de vous donner finalement un aperçu sur le fonctionnement, la gouvernance des youth banks. Alors l'idée, pour rappeler un peu ce concept, a surtout essaimé à la fois au Royaume-Uni, en Irlande du Nord et en Irlande, sur le sol irlandais. Et l'idée est née dans les années 90, où plusieurs organisations en charge de l'expression citoyenne des jeunes se sont unies pour notamment collecter des fonds et notamment financer des projets portés et gérés par des jeunes avec essentiellement une vocation citoyenne. La particularité de ces youth banks, au pluriel, c'est qu'elles sont gérées essentiellement par des jeunes qui sont âgés entre 20 et 25 ans. Mais des référents plus âgés peuvent également venir en appui, que ce soit des mentors, des parrains ou des structures philanthropiques qui apportent un mécénat de compétences. L'un des éléments étonnants de cette expérimentation a été aussi de faire en sorte que des facteurs de paix prévalent sur des facteurs de guerre. Et ce dispositif a aussi permis de réconcilier des catholiques et des protestants en mobilisant des acteurs jeunesse. Et c'est quelque chose qui est assez intéressant et qui a poussé justement cette approche de banque très participative. Alors, comment fonctionnent les youth banks? Il s'agit en fait d'une structure de financement participatif dédiée à des jeunes talents porteurs de projets innovants qui va être très performante dans la mise en relation et le modèle de gouvernance, puisque l'objectif, c'est d'être une structure pour les jeunes et gérée par les jeunes. Et donc, l'idée est d'amener vraiment ces jeunes générations vers le goût d'entreprendre et la prise de risque. Et donc, au final, semer les graines d'un écosystème très fort en matière de création de valeur, dans ce qu'il y a de plus fort au niveau philosophique, que ce soit par rapport aux écrits d'Aristote, de Démocrite ou de saint Thomas d'Aquin. Alors, il ne s'agit pas de faire doublon avec des dispositifs existants, mais plutôt de trouver des modes d'action et de réflexion très innovants. Ce qui veut dire que les missions d'une youth bank sont assez variées. Il y en a 5 principales. La première, vous l'avez bien compris, c'est la mise en relation de jeunes talents porteurs de projets innovants et d'investisseurs locaux.
Il y a aussi comme autre mission d'offrir des conseils personnalisés, des orientations vers des mentors, des parrains, des réseaux qui peuvent aider à accélérer un projet mené localement. Et sur ce volet, finalement, la Youth Bank se veut aussi être un lieu de ressources. Et donc, c'est d'une certaine façon un véritable incubateur de l'engagement. Et ça, je pense que c'est un axe justement qui est extrêmement intéressant à creuser avec l'ensemble des voisins et pays celtiques. Et donc, la Youth Bank est aussi un outil qui permet de flécher des financements, des dispositifs publics d'appui à l'innovation. Et puis enfin, le pilier fondamental, c'est de proposer une participation financière. Et là, la décision d'attribution du financement va être déterminée par une commission collégiale regroupant les membres de la Youth Bank au vu de l'intérêt citoyen du projet, de son originalité et de sa viabilité. Alors, comment ce dispositif colle à des besoins ? Il y a eu en fait beaucoup d'études qui ont été menées sur le crowdfunding et en fait, on a réalisé que le financement par la foule, que en fait, les gens voulaient aller peut-être un peu plus loin et qu'en réalité, 39% des crowdfunders se disaient intéressés pour aider un projet et notamment y participer en termes de conseils. Alors, en réalisant une analyse sociologique un peu plus fine, il est important de bien identifier les freins et les accélérateurs à l'entrepreneuriat des jeunes. Alors, il y a des chiffres hexagonaux français, notamment de l'INSEE, qui considèrent que 50 à 60% des jeunes ont l'intention de créer une entreprise. Toutefois, il existe des freins. Parmi ces freins, il y en a 3 majeurs. Il y a, je pense tout d'abord, l'essoufflement des jeunes par rapport au circuit bancaire classique. Il y a aussi un manque de transition expérientielle entre l'adolescence, la fin d'études et l'âge adulte. Et il existe aussi d'autres freins. Alors, ceci illustre bien souvent le manque de moyens financiers comme principal handicap à la concrétisation d'un projet de création. Alors, de nouveaux défis, il y en a. D'abord, la révolution numérique et puis également un esprit d'entreprise qui évolue et qui révèle aussi, encore une fois, qu'il y a un trou dans la raquette sur le volet des financements, sur le volet de l'accompagnement du financement de l'innovation en direction des jeunes, alors que quel est finalement le fonctionnement global et comment les Youth Bank, qui s'articulent localement en Irlande et au Royaume-Uni, s'articulent pour justement répondre à ces défis. En direction des jeunesses, de publics extrêmement variés au pluriel. Alors, il existe en fait tout simplement ce qu'on appelle les Golden Rules, des règles d'or. Ça prendrait un peu trop de temps à toutes les décliner. Toutefois, je vous propose de retenir l'une des règles fondamentales, c'est que les Youth Bank doivent être créés et gérés par des jeunes. Alors, même si des coachs, des mentors, des tuteurs, je l'évoquais, des entrepreneurs pourront aussi soutenir, aiguiller et aider les jeunes, mais toujours sans les influencer. Alors, quelques missions structurantes sont aussi à retenir pour réussir l'architecture d'une Youth Bank. Il faut des piliers solides. Parmi eux, on retrouve toujours un peu la même chose, c'est de pousser vraiment des jeunes à s'associer et donc de mener un travail permanent de sensibilisation, d'événements thématiques et de mise en place de réseaux.
ce qui peut expliquer dans la mise en œuvre du réseau du modèle irlandais et du modèle britannique des structures en fait assez fortes de confédération. Il existe des confédérations, des youth banks en Écosse, en Irlande et également qui existent en Angleterre. Et ces pôles vont justement apporter un rôle de support logistique à des relations également institutionnelles qui vont se consolider. Et donc, ce modèle en fait irlandais, il a, je pense, tout intérêt à se transposer en France. C'est vraiment le sens ciblé d'un petit ouvrage, une publication que j'ai décidé d'écrire et qui développe en français des préconisations pour expérimenter une Youth Bank pilote. Et donc, la parution de ce petit ouvrage que j'ai coécrit, c'est fait avec à la fois des cadres dirigeants et des entrepreneurs qui étaient justement intéressés pour travailler sur le sujet. Alors, cette publication en français, je pourrais vous la transmettre en format numérique aux personnes intéressées. Je pense que le débat, en fait, aujourd'hui aussi, reste très largement ouvert et la vocation est aussi d'animer un véritable laboratoire d'idées, puisque de nouveaux leviers peuvent aussi s'imaginer en permanence et notamment beaucoup d'éléments, parmi des éléments alternatifs, beaucoup d'idées foisonnent. Et peut-être que certains d'entre vous, à ce titre, ont entendu parler d'un modèle qui est actuellement très émergent, qu'on appelle le Media for Equity, qui consiste à offrir des espaces publicitaires à des associations et des startups. Et ce sont des grands groupes comme JCDecaux, Aéroport de Paris également, qui ont été justement très précurseurs dans ce domaine. Voilà, là à l'écran, vous avez une image un peu d'un arrêt de bus qu'on a un peu transformé avec tout un contexte décoratif. Mais en tous les cas, c'est peut-être une voie qui est intéressante à explorer dans ce débat, qui peut aller aussi dans le sens justement d'aider des jeunes à se réapproprier un peu l'espace public et d'avoir des formes extrêmement communicantes pour justement capter des investisseurs locaux, des parties prenantes qui auraient envie justement de soutenir ce type de projet. Si vous souhaitez recueillir notamment donc, cette publication et recevoir d'autres actualités, je vous signale ces outils numériques. Il y a une plateforme qui s'appelle Youth Bank France, avec un compte Instagram, un compte Twitter et un compte Facebook, et qui permet justement à la fois de relayer des temps d'échange qui vont être organisés pour débattre vraiment dans les territoires de ce modèle de Youth Bank, voir comment il peut avoir aussi un lien avec des ports ou des portes d'entrée qui ont eu des relations historiques avec l'Irlande, la Bretagne, mais la Normandie avec le pôle de Cherbourg peut aussi avoir un rôle intéressant dans ce sens. Je voudrais ouvrir en tous les cas les échanges et ne pas être trop long. Mon intervention était prévue dans un format de 30 minutes pour que vous-même, vous puissiez aussi faire part de vos réactions, si vous avez vu des initiatives similaires, des modèles alternatifs qui ont pu se créer et peut-être justement d'autres schémas qui pourraient se mettre en place. C'est vraiment la vocation de cet atelier avec vous tous. Je voudrais vous remercier d'avoir été attentifs. Je suis désolé, la petite vidéo apparemment n'a pas fonctionné, mais je vous la transmettrai pour que vous puissiez voir aussi un contenu animé. Merci à tous pour votre attention et si vous avez des questions ou des réactions, vous êtes les bienvenus. Je vais prendre la parole. Merci Kevin pour cette présentation et déjà très très utile et très informative.
Et c'est vraiment en 30 minutes une bonne qualité de présentation auquel on a été confronté. Une question par rapport au US Bank. Est-ce qu'il y a des pôles universitaires qui se sont engagés dans ce type de projet? Alors, malheureusement, non. Ça a été, en fait, le cœur des Youth Banks, c'est vraiment l'Irlande du Nord. Et c'est quelque chose qui a vraiment été porté par un secteur philanthropique très non-profit organization, donc qui a fait des interventions dans des écoles. Et c'est vrai que quand le fondateur irlandais est venu à Paris, on avait envie de… Parce que quand on parle de jeunes, en fait, jusqu'à quel âge on va? Est-ce que c'est jusqu'à 30 ans? Est-ce que ce sont des jeunes actifs, des jeunes diplômés? Et c'est vrai qu'ils n'avaient pas forcément ce prisme-là. Alors qu'en France, finalement, on peut ouvrir cet axe assez facilement dans l'enseignement supérieur. Il y a des pôles pépites qui se sont mis en place. Et peut-être que ça peut être un élément d'ouverture parce que peut-être que ce type de projet peut aussi amener des jeunes à se former par l'action, à apprendre assez rapidement l'anglais, à échanger avec des partenaires universitaires irlandais. Donc, il n'y a pas encore cette ouverture. Ce que je trouve un peu dommage, c'est que la diaspora irlandaise, elle est aussi, je parlais un peu d'exemple au Moyen-Orient, mais la communauté irlandaise de New York, c'est une communauté d'investisseurs. On a des réseaux celtiques un peu partout dans des grandes capitales universitaires et financières. Et il n'y a pas eu encore cet enclenchement qui s'est fait alors qu'on a de grandes personnalités celtiques qui ont fait des choses extraordinaires. Je pense à James McGregor, qui a été le gouverneur écossais de Hong Kong et qui a été extrêmement engagé justement sur l'éducation des jeunes Chinois dans le port au parfum. Et l'ouverture sur l'enseignement supérieur, les jeunesses au pluriel, les jeunes actifs, c'est vraiment un axe qui est intéressant et qui fait sens en plus avec la toile qu'on pourrait tisser au-delà des océans. Mais il n'y a pas eu forcément de partenariat académique universitaire. D'accord, merci. Comme vous le savez, Kevin, ainsi que les auditeurs qui sont là, l'ensemble de la diaspora irlandaise est une diaspora qui est assez ouverte, qui est mondiale. Et peut-être que vous le savez déjà, mais l'Irlande est un des seuls pays qui a aujourd'hui un ministère de la diaspora. Donc, il y a une volonté de faire progresser les échanges en Irlande avec beaucoup de pays dans le monde, mais c'est dû aussi parce que la présence irlandaise est très forte, comme vous l'avez souligné, par exemple à New York, mais pas que, très forte aux États-Unis et en Australie aussi également, dans d'autres pays du monde. Donc, cette diaspora contribue énormément au développement de la connaissance de l'Irlande sous toutes ses formes. Maintenant, ce qui me fait penser à dire que peut-être le rapprochement de diaspora qui peuvent engager des discussions, par exemple la diaspora irlandaise et la diaspora bretonne, qui existent aussi au niveau mondial. On va être aussi, peut-être pas forcément à l'échelle peut-être de l'Irlande, mais qui est une très très grosse diaspora, la diaspora bretonne, et dont beaucoup de gens ont des idées aussi à mettre en place, mais qui ne savent pas forcément par quel biais ils peuvent le faire. Mais beaucoup de jeunes aussi ont des idées, mais ne savent pas comment mettre en place. La question va être de savoir comment toucher ces jeunes pour les informer que ce genre d'initiative peut exister et sur quel type de structure il est capable les gens peuvent les orienter. Par exemple, j'ai noté le site web que vous avez mentionné qui s'appelle… Oui, il y a des sites irlandais, britanniques aussi. Mais en fait, quand vous allez les consulter, vous allez voir que c'est sur un public quand même qui est très, très jeune, alors qu'en fait, on pourrait, comme vous dites, relever le curseur et voir sur un profil jeunes actifs, jeunes diplômés, comment on accentue ce volet-là, justement. Voilà. Alors, peut-être que l'âge n'a pas été forcément relevé, comme vous le dites, parce que peut-être qu'après, ça va certainement sur certains
peut-être sur d'autres domaines, on va dire plus ou moins équivalents, un peu le côté un petit peu start-up ou le côté jeune pousse dans un petit peu ces investissements-là, mais le côté Youth Bank peut être une opportunité, une complémentarité aussi sur le développement d'idées avec les jeunes qui des fois sont précurseurs d'innovation dont on n'a pas forcément connaissance à l'heure actuelle. Absolument. Et puis, il y a le mécénat de compétences, en fait, tout simplement, qui peut exister avec des structures philanthropiques qui n'ont pas de fonds apportés, mais du conseil, du coaching ou des choses comme ça. C'est ça. Ce qui est difficile, c'est en fait aussi faire enclencher les acteurs bretons dans ce sens-là, puisqu'il y a eu des dispositifs, mais qui n'ont pas toujours été pérennes. Peut-être que vous connaissez le programme J'ose le monde. Il y a une fondation à Dinard qui veut aussi, qui pousse beaucoup la mobilité professionnelle à l'étranger vers Londres et Dublin, mais qui vivote un peu. Et du coup, aujourd'hui, il faut arriver à passer un peu à faire passer le passage de témoin finalement sur ces nouvelles coalitions créatives, cette mobilisation des diasporas. Et j'ai pas vu beaucoup d'institutions bretonnes en fait comprendre ou être alerte de cet état d'esprit finalement de Bretagne, un peu en dehors du périmètre administratif ou d'un champ de compétences entre institutions. Donc ça, je vous remercie en tout cas d'être sensible au sujet. Et c'est pas si évident que ça de convaincre les acteurs aussi institutionnels bretons là-dessus. Après, toutes les associations diasporiques, l'Institut Locarn avait essayé de faire un peu un mapping, mais qui est pas forcément actualisé. Pourtant, il y a plein d'associations un peu historiques, les Bretons du Vietnam, les Bretons de Shanghai et tout ça. Il doit y en avoir aussi en Australie et puis sur la côte est des États-Unis comme les Irlandais. Donc, peut-être qu'on pourrait effectivement connecter les uns et les autres. Absolument. Est-ce qu'il y a une plateforme internationale qui existe où chaque pays est représenté en fonction de sa Youth Bank? Oui, il y a un réseau international qui a essaimé avec des structures qui sont aussi présentes en Turquie, dans des pays eurasiatiques, en Azerbaïdjan. Donc, oui, tout à fait. Il y a des antennes aussi qui existent dans des pays d'Europe slavique, Europe de l'Est et tout ça. Voilà, et puis peut-être trouver un peu le prisme des jumelages. Je ne sais pas si Rennes et Cork, par exemple, Rennes est une ville aussi un peu universitaire. Est-ce que ça ne pourrait pas aider justement le territoire à s'ouvrir à l'international en aidant les jeunes à se connecter avec Cork sous une ingénierie de projet type Youth Bank un peu participative pour rajeunir un peu le jumelage, lui donner aussi un nouvel élan. Ça mériterait d'être peut-être débattu. Si vous avez des contacts. Alors c'est quelque chose qui peut être discuté pour voir un petit peu les sensibilités par rapport à ce type de projet et voir comment les possibles. Je ne vous cache pas qu'en ce moment que la situation actuelle en Irlande, ce n'est pas toujours très, très facile. Non, bien sûr. Ça reste un sujet prospectif. Hein. Je vous remercie en tous les cas d'y avoir participé. La réunion là, va se clore là, automatiquement dans 1 minute. Il y a juste un élément aussi d'ouverture que je n'ai pas forcément évoqué, c'est peut-être la contribution des alliances françaises qui vont conduire en fait dans leur projet d'avenir une dynamique alliance verte pour construire des éco-événements, aller sur des sujets un peu environnementaux. Et du coup, est-ce que la Youth Bank ou est-ce que des dispositifs participatifs ne pourraient pas justement être là pour travailler avec les Irlandais sur des sujets d'économie circulaire, de Blue Economy, qui pourraient être valorisés dans le réseau des alliances, par exemple, faire des événements Youth Bank ou des choses comme ça dans les alliances françaises
Je vous parlais de Victor Hugo, mais finalement, on peut trouver aussi plein d'écrivains qui ont parlé de ces coquillages, de ces monnaies un peu universelles qui ont existé. Donc, on peut faire matcher la toile économique et culturelle ensemble, et puis ça peut peut-être ouvrir des voies. Absolument, absolument. Voilà. Pris note de ce que vous dites. Je vais vous transmettre la présentation en tous les cas, et les liens, et puis la vidéo en anglais qui est pas mal aussi. Très bien. Merci, Kevin. Je vous remercie à tous pour votre attention.